Donc, on a un séminaire sur un sujet très, très, très important, puisque si vous travaillez dans ce domaine, vous avez peut-être constaté que depuis le Covid, il y a eu une multiplication des plaintes concernant ce qu'on appelle maintenant les troubles symptômes somatiques ou les troubles neurologiques fonctionnels. Le congrès de neuropsychanalyse y a consacré tout le congrès au mois de juillet à Trieste cette année. Il y a une société des troubles neurologiques fonctionnels qui existe et la question de clarifier le statut de ces manifestations dont on ne sait pas encore trop comment les nommer, mais psychosomatiques, fonctionnels. Je pense que nos deux orateurs vont pouvoir éclaircir ça. Donc, Nathalie Dumay, vous allez commencer. Je ne sais pas combien on vous a dit que vous aviez de temps. Est-ce qu'Ariane Bazin vous a donné un temps? Alors, j'ai pas souvenir qu'on a échangé là-dessus, Oui. mais j'ai prévu une demi-heure. Bah, c'est très bien parce que ça va nous permettre de discuter Oui. et on verra en fonction de ce qui se passe. Moi, je pense que ce serait bien qu'il y ait vos deux interventions d'abord puisqu'elles sont complémentaires et qu'ensuite on discute le principe de ces séminaires et qu'on discute. Donc, c'est parfait. Je vous donne la parole et puis nous vous écoutons avec beaucoup d'intérêt et donc fermons nos micros. Bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à Ariane Bazan, merci à vous, Lisa Houss, et puis à tous vos collègues du réseau francophone Psychanalyse et Neurosciences pour votre invitation à venir justement échanger et discuter avec vous sur la psychosomatique psychanalytique ou plutôt sur les réalités cliniques qui sont concernées par cette approche psychosomatique dite comme telle. En tout cas, si tant est d'ailleurs qu'il s'agisse d'une approche bien spécifique. Voilà, c'est peut-être un des premiers points de discussion qu'on pourra avoir ensemble. Alors, je m'excuse par avance, on a beau, la Covid a beau être passé par là, et l'usage plus fréquent de la technique électronique, moi, je suis pas une aficionados, et j'ai encore, voilà, je m'appuie toujours sur mes papiers pour communiquer ou échanger, voilà. Donc, je vais aussi m'appuyer sur mes papiers pour vous présenter pour vous exposer mon propos. J'espère voilà, que ça ira pour vous. Alors, comme peut-être vous avez pu en prendre connaissance dans le résumé que j'avais transmis, je vous propose donc à la lueur du, je vous propose de partir de la clinique et plutôt de quelques éléments résumés très grossièrement, j'ai envie de dire, du récit d'un travail psychothérapique conduit avec une jeune femme nommée ici Mademoiselle X. Son appellation s'explicitera au fil de mon propos. Et donc, travail psychothérapique conduit aussi à partir et autour de son vitiligo. Hein, je fais vraiment, enfin voilà, j'emploie ces deux, je le précise comme tel parce que on pourra discuter, entre autres, des aspects de détermination psychique qui sont associés ou convoqués dans ces situations somatiques. Et donc, à partir du cas de Mademoiselle X, je vous propose de venir réinterroger quelques idées prévalant habituellement dans ce qu'on appelle, enfin, dans le champ de la psychosomatique française, notamment, mais aussi, je propose d'en montrer certaines limites, ou pour le dire encore autrement, je vous invite à repenser ce qu'il est jusqu'alors convenu d'appeler en psychanalyse le champ psychosomatique. Expression champ psychosomatique que j'emprunte au psychanalyste psychosomaticien Jacques Cahin, du titre même d'un de ses ouvrages, paru en 1990, et ouvrage de référence en tout cas pour l'époque, en tout cas dans le courant théorique qui est le sien, celui de la théorie de Pierre Marty et collaborateurs. Et donc, repenser le champ psychosomatique, soit proposer, ce que j'ai envie d'appeler tout naturellement et en hommage aux travaux de cet auteur singulier, un nouveau champ psychosomatique. Pourquoi nouveau? Parce qu'il s'agit, au fond, je pense, il s'impose en tout cas, de revoir, de redéfinir les contours, les bornes, les réalités, c'est-à-dire les objets qui constituent cette clinique psychosomatique, en tout cas pour nous, psychologues cliniciens ou psychistes, psychiatres, psychanalystes. Redéfinir donc les contours et les réalités qui constituent ce champ ou cette clinique psychosomatique, en l'occurrence des réalités qui vont notamment, en tout cas pour moi, des somatisations les plus figurées, soit ce qu'on appelle classiquement en psychanalyse les troubles de conversion, et somatisations qui vont jusqu'aux somatisations les plus littérales, qui touchent justement davantage le corps réel que le corps érogène, hein, pour reprendre des distinguos classiques en psychanalyse.
toute somatisation, figurée et littérale, qui convoque en l'occurrence des expériences subjectives de différentes natures, allant pour les unes des plus libidinales et refoulées, pour les premières en tout cas, aux plus archaïques et ou aussi traumatiques et ou aussi impensées pour les secondes, les somatisations du littéral. Vous aurez remarqué peut-être au passage que j'ai emprunté cette fois-ci la terminologie de somatisation du figuré et du littéral à l'auteur qu'est Sami Ali, qui est un autre théoricien d'une autre conception psychosomatique, psychanalytique. Et pour autant, je m'écarte, parce que je trouve que cette terminologie de somatisation du figuré et somatisation du littéral, et d'une autre même, précise-t-il, je trouve elle est intéressante et peut-être même heuristique pour nous cliniciens, sauf que je m'écarte au demeurant de sa conception qui différencie radicalement ces deux formes de somatisation. En tout cas, somatisation du figuré et somatisation du littéral, cette pluralité de modalités de somatisation qui sont ainsi distinguées, du point de vue psychanalytique, convoque corrélativement une pluralité d'enjeux affectifs ou subjectifs, allant pour dire vite, des plus névrotiques aux plus archaïques. Plus précisément, le psychosoma, terme cette fois-ci que j'emprunte à Joyce McDougall, une autre clinicienne importante en tout cas dans le champ de la réflexion psychosomatique, le psychosoma d'un individu, d'un sujet, peut tout autant porter la trace de conflits inconscients qui sont représentés et refoulés, faisant le lit de ce qu'on appelle classiquement trouble de conversion ou somatisation du figuré, dans la terminologie de Sami Ali, tout comme le psychosoma peut tout autant porter la trace d'expériences douloureuses et même traumatiques, non représentées cette fois-ci, et donc expériences de ce fait en attente d'historicisation, de subjectivation ou de symbolisation verbale. On choisira le ou les termes qui nous parlent le plus. Et lesquelles expériences, cette fois-ci, sont à l'œuvre, alors sous-jacentes, retrouvées ou réactivées. Voilà, je laisse les interrogations ouvertes pour l'instant. Expériences douloureuses et ou traumatiques et ou non représentées, donc qu'on va retrouver ou qui vont être associées à cette fois-ci aux somatisations dites du littéral, ce qu'on appelle aussi les troubles psychosomatiques plus généralement. Or, et comme vous le verrez, j'espère, à la lueur du cas exposé de Mademoiselle X, somatisation du figuré et somatisation du littéral ne font parfois qu'une. Ou plutôt, les enjeux psychopathologiques différents, habituellement décrits comme caractéristiques de chacune de ces deux formes respectives et opposées de somatisation, sont ici simultanément présents chez un même individu. En somme, c'était le titre proposé, de réminiscence en rémanence, le psychosoma du sujet singulier se trouve, ou peut se trouver tout au moins, simultanément à la croisée de sens divers et variés, le terme de sens étant bien sûr à entendre dans un double sens, à la fois comme signification, traduction, mais aussi comme direction, autrement dit piste d'investigation pour nous, cliniciens. Alors, je vais vous parler de Mademoiselle X pour illustrer cette hypothèse qui est mienne, cette proposition théorico-clinique d'une seule et même somatisation qui apparaît ou qui prend sens au carrefour d'enjeux psychiques et psychopathologiques distincts, c'est-à-dire qui sont de différentes natures, et ce donc chez un même individu. Mademoiselle X est une jeune femme de 25 ans qui est venue me consulter sur les conseils de son médecin traitant, qui la suit depuis plusieurs années pour colopathie fonctionnelle des troubles intestinaux. Les divers traitements reçus, dont des anxiolytiques, sont restés inefficaces. Mademoiselle X présente aussi un syndrome anxio-dépressif qu'elle explique en lien avec la mauvaise ambiance existant sur son lieu de travail, les difficultés relationnelles qu'elle rencontre avec sa directrice. Mademoiselle X dit travailler beaucoup mais ne pas se sentir reconnue par sa chef, une femme décrite comme froide, autoritaire, méprisante, n'ayant jamais une parole aimable avec quiconque et en l'occurrence avec elle, une femme très critique. Elle enchaîne dans ce premier entretien où elle parle de ce climat relationnel, source selon elle de ses difficultés, de ses anxiétés, de sa mauvaise humeur, de ses tendances dépressives dont elle a déjà parlé avec son médecin. Elle enchaîne en parlant de sa mère.
ou sur les relations plutôt avec sa mère, avec laquelle, dit-elle, elle n'a jamais eu de bon rapport. On se voit de temps en temps, mais ça ne se va jamais. À chaque fois, ma mère a quelque chose à redire sur moi, sur ma tenue, ma coiffure, mon comportement. Ça ne va jamais, redit-elle encore, à croire que je fais tâche à ses yeux. Mais bon, je fais avec, conclut-elle, ce moment, sur le ton du dépit raisonné. En réponse à ma question sur ses relations avec d'autres personnes que sa mère, mademoiselle X précise, sans affect, qu'elle n'a pas connu son père, lequel serait, c'est comme ça qu'elle dit, qu'elle n'a pas connu son père, lequel serait, selon sa mère, parti avec une autre femme, plus jeune, très peu de temps après sa naissance. Elle n'en sait guère plus, sauf que cet homme a quand même vécu avec sa mère et ses deux sœurs, de 6 et 4 ans, ses aînés, jusqu'à sa naissance. Mademoiselle X, donc, contrairement à ses deux sœurs, n'a jamais été reconnue par son géniteur. Celui-ci n'aurait jamais cherché à entrer en contact avec elle, au dire de la patiente. Et elle non plus d'ailleurs n'a jamais cherché à entrer en contact avec lui, se contentant simplement des photos à sa disposition, en l'occurrence photos de sa mère, avec cet homme quand ils étaient jeunes, en vacances, l'été sur une plage. De toute façon, elle ignore, me dit-elle, où il peut bien se trouver aujourd'hui. Elle l'imagine, je la cite, parti à l'étranger, en train de se faire dorer la pilule au soleil, comme sur les photos. Mademoiselle X se plaint également, dans la suite de notre premier entretien, de taches blanches sur la peau. Sur le plan médical, il s'agit de vitiligo, une maladie de l'épiderme caractérisée par des taches blanches qui apparaissent et s'étendent en différents endroits du corps selon les patients. Chez elle, les taches blanches se localisent sur les bras et surtout sur le haut du dos. Elle en a déjà eu à l'adolescence et cela revient maintenant, dit-elle. Elle exprime spontanément ne pas comprendre d'où cela vient, mais en est très très gênée, surtout dans sa relation aux autres. Enfin, surtout avec son petit ami, un jeune homme de 26 ans, qu'elle a rencontré quelques mois plus tôt, 3 mois plus tôt, et à propos duquel elle se demande, non sans anxiété, comment ça va se passer. Entendons par là comment leur relation va évoluer. Je l'invite à s'exprimer sur ce qui semble l'inquiéter dans cette relation amoureuse. Mademoiselle X se met à s'agiter, se tortiller sur son siège, serrer ses mains l'une contre l'autre, jouer avec une de ses bagues qu'elle fait glisser de son doigt, replace, voilà. Et elle réitère ce geste plusieurs fois jusqu'à ce que, surprenant mon regard sur ses mains, elle cesse d'un coup son comportement et revienne sur son affection cutanée. Ça fait sale, dit-elle. Et en plus, ça se voit, puisque moi j'ai la peau mate, contrairement à mes sœurs. Je profite de ces paroles pour investiguer sur la présence d'éventuels antécédents médicaux du côté familial. La patiente répond de la manière suivante. Non, personne n'a de problème de peau dans la famille. Et puis, après quelques secondes de silence, elle se ravise. Ah si, maintenant que j'y pense, si. Ma sœur aînée, elle aussi, elle en a eu quand elle avait 18 ans. Mais je ne sais pas comment ça a évolué puisqu'elle a quitté la maison peu de temps après sa majorité et qu'on l'a jamais revue. J'apprends alors que cette sœur avait noué une relation avec un jeune homme d'origine maghrébine et que leur mère n'aurait pas accepté cette relation, ou plutôt ce choix, entendons les origines de cet homme. Cette mère aurait alors dit à sa fille aînée, c'est lui ou nous. Sa sœur a choisi, et elle, mère et fille, ou mère et sœur de cette sœur aînée, n'ont alors plus jamais revu cette sœur, cette fille, cette sœur, respectivement. Associativement, Mademoiselle X précise que son ami, Karim, c'est un prénom d'emprunt, mais qui respecte ses origines, Karim est français d'origine marocaine. Mais, dit-elle, ça se voit pas, sous-entendu ses origines. Il n'est pas beaucoup typé, il est même de peau claire, bien plus claire que moi. Dans la suite de l'entretien, Mademoiselle X évoque, ou enchaîne, sur sa seconde sœur, donc celle avec qui elle a quand même avec qui le contact existe toujours, mais une sœur qui réside dans une ville distante, à plus de 500 kilomètres, une distance qui explique, selon elle, qu'elles se voient peu, même si au fond elles ne se sont jamais bien entendues. Là, il y a un petit affect de tristesse quand même qu'on peut entendre, enfin que moi j'entends, je perçois dans son discours. Mademoiselle X pense que cette sœur de 4 ans de plus qu'elle aurait toujours été jalouse d'elle, parce qu'elle était la plus petite, la dernière de la famille. C'est voilà, c'est son explication très rationnelle.
Après un temps de latence, au cours duquel mademoiselle X est restée plongée dans ses pensées, elle verbalise. C'est peut-être pour ça que ma mère est toujours sur mon dos. Elle n'a plus que moi ici, sous-entendu dans la même région, dans le même secteur géographique. Mademoiselle X habite dans la même ville et à proximité de sa mère. En plus, cette mère, enfin sa mère, dit-elle, a toujours travaillé dur pour nous élever toutes les trois. Elle était toute seule, elle faisait beaucoup d'heures supplémentaires pour qu'on ne manque de rien. Semble-t-il, cette mère n'a jamais aussi refait sa vie. Elle avait, cette mère, elle continue d'expliquer, cette mère avait de grandes ambitions pour nous. Elle voulait qu'on fasse des études pour avoir une bonne situation et qu'on ne soit pas dépendante d'un homme. Au final, dit mademoiselle X, il n'y a que moi qui ai fait des études supérieures. Alors, voilà quelques-uns des principaux éléments, je dirais, issus de la première rencontre avec cette patiente. Et si j'ai choisi de les restituer, c'est parce que cet entretien initial condense justement nombre des vécus et des sujets qui vont faire l'objet du travail psychique ultérieur dans le dispositif de thérapie en face à face que nous allons mettre en place ensemble, lesquels vécus vont permettre de mettre en évidence chez la patiente combien le vitiligo, les taches blanches qui sont les siennes, combien le vitiligo, donc selon l'hypothèse que je vous propose de discuter, apparaît comme une expression somatique, une somatisation donc, signifiante, peut-être même sursignifiante, car venant prendre place et sens pluriel au carrefour de plusieurs réalités subjectives, tant psychiques que non psychisées, source de conflits et aussi de souffrance en elle. Je reprendrai donc maintenant, successivement, ces différents enjeux psychiques et non psychisés, en tout cas qui ont été découverts à la faveur du travail psychothérapique, et en tout cas enjeux associés à sa pathologie dermatologique, sinon activés ou suscités par celle-ci. Et enjeux tels qu'ils ont pu être travaillés au fil du temps de la thérapie avec la patiente, tout en sachant que son élaboration à la patiente ne s'est bien sûr aucunement faite d'un coup d'un seul et surtout pas de manière linéaire, ainsi que ma présentation successive va en rendre compte puisqu'elle est faite en après-coup. Premier point, plutôt première ligne directrice ou piste d'analyse ou piste de compréhension de cette somatisation dermatologique, sinon sens premier de celle-ci, qui se dégage assez vite à l'écoute des éléments cliniques relatés, c'est l'existence d'un désir sexuel qui fait tache chez Mademoiselle X. À 25 ans, Mademoiselle X est loin d'être à l'aise avec la sexualité génitale. Jusqu'alors, cette jeune femme n'a développé que de timides contacts, timides relations avec la jante masculine. Or, Karim, cet homme-ci, il l'attire fortement. Et cette attirance qui est la sienne l'angoisse tout aussi fortement, simultanément. Dans les séances, dans le travail, les questions de Mademoiselle X seront nombreuses à l'égard de Karim. Saura-t-elle plaire suffisamment à cet homme? Saura-t-elle capter son attention? Saura-t-elle surtout le retenir? Impossible de ne pas penser ou de ne pas associer ici avec le géniteur ou le père parti à sa naissance. Elle questionne encore comment vont se dérouler leurs rapports sexuels non encore advenus entre eux au moment où débute la thérapie. Sans compter que la sexualité est aussi vécue ici, névrotiquement, comme quelque chose de sale, de coupable, pour Mademoiselle X. Je pense que vous l'aurez entendu dans la présentation que j'ai pu faire. Et donc, si la sexualité ou le désir sexuel et le désir sexuel font tâche pour Mademoiselle X, c'est bien parce que celle-ci redoute de montrer sa peau, ou plutôt son corps de femme, dénudé et surtout désirant à cet homme. Car pour le coup, cet homme, Karim, elle, l'a vraiment dans la peau. C'est comme ça qu'elle peut le dire. Mais de quel homme au juste est-il ici question? Karim, l'amant ardemment désiré, certes, mais lequel, de par son prénom, de par ses origines culturelles, plutôt, n'est peut-être pas sans rappeler ou convoquer la figure de son géniteur ou possible géniteur. Un homme à la peau mate, ce géniteur, ou possible géniteur. Un homme à la peau mate, auquel elle, et pas Karim, et elle, peut-être davantage que ses sœurs, est liée, justement de par cet attribut charnel qu'elle porte. Soit alors ici, on l'aperçoit sous le désir de Mademoiselle X pour Karim, sans doute la trace du désir incestueux coupable de la fille pour la peau de son père, en tout cas d'un désir latent pour être la fille de cet homme qui a vécu avec mère et sœur, mais un père qui s'en est toutefois allé peu de temps après sa venue au monde pour une autre femme qu'elle.
Réalité ou imaginaire oedipien oblige chez la patiente, je laisse l'interrogation ouverte. En tout cas, on pourrait formuler une première hypothèse, ici, une hypothèse névrotique classique, que les désirs sexuels oedipiens, tout autant que leur interdit, semblent avoir pris corps chez Mademoiselle X, dans sa chair, à travers ce vitiligo, sur sa peau. Mais est-ce la seule piste ou dimension possible? Une seconde se dégage, celle du vitiligo comme destin, cette fois, de l'agressivité, refoulée ou réprimée, plutôt, chez Mademoiselle X. Comme la suite du travail psychologique le fait apparaître, ce trouble dermatologique, sinon ce qu'il suscite comme production représentative et langagière chez la patiente, n'est pas sans lien, non plus, avec une intense agressivité envers sa mère. Mademoiselle X, vous l'avez entendu tout à l'heure, se plaint en effet d'avoir toujours sa mère sur le dos. Mais il s'agit d'une mère envers laquelle elle ne peut toutefois, en tout cas au tout début du travail psychothérapique, elle ne peut vraiment exprimer son agressivité envers elle par culpabilité. En effet, Mademoiselle X ne conçoit moralement pas d'attaquer sa mère, qui s'est retrouvée seule à sa naissance, car cette mère, ainsi que la patiente l'a formulé, a dû travailler dur pour élever ses 3 enfants, et ce dont elle, Mademoiselle X, porte sans doute davantage la charge que ses 2 sœurs, étant la dernière des filles. Sans compter encore que la rupture du couple parental a aussi eu lieu peu de temps après sa naissance à elle. Autrement dit, se plaindre de sa mère, l'agresser, ne serait-ce que verbalement, n'exposerait-il pas alors Mademoiselle X à une menace de rupture, de séparation d'avec cette mère, son unique parent, celui qui a pris soin d'elle? En parlant de séparation, une troisième direction se profile, troisième dimension du vitiligo semble se profiler, la tache, comme trace de la séparation qui fâche. Ou je pourrais dire encore, ou comme trace de la douleur qui sépare, de la douleur de la séparation. Une situation de séparation est bel et bien advenue dans la réalité entre mère et fille, en tout cas avec la sœur aînée de Mademoiselle X, et ce à la faveur du choix amoureux fait par cette dernière. Pour Mademoiselle X, en effet, selon elle, c'est parce que sa sœur aînée a choisi de poursuivre sa relation avec l'homme de son choix, un homme maghrébin qui déplaisait à leur mère, que rupture des liens affectifs s'en serait suivie entre mère et fille et même entre sœurs. Serait-ce présomptueux de supposer ici que cet homme, de par ses origines culturelles nord-africaines, n'était pas sans rappeler à la mère de Mademoiselle X son ex-compagnon, le père de ses filles, et avec lequel elle passait des vacances au soleil sur la plage, comme les photos souvenirs de leur corps à tous deux bronzés en parlent encore. Mais un homme qui l'a justement laissé. À noter toutefois ici que les origines culturelles, alors paternelles ou du géniteur potentiel, n'ont pas été franchement parlées entre mère et fille, en tout cas avec Mademoiselle X. Un véritable non-dit existe à ce sujet entre elle et sa mère. Comme d'ailleurs au sujet des raisons vraisemblables du départ de cet homme du foyer conjugal et familial. Est-ce d'ailleurs bien le géniteur de Mademoiselle X? L'interrogation est vraiment entière, mais n'apparaîtra plutôt qu'au décours de la psychothérapie. C'est ici que se profile une nouvelle, ou plutôt quatrième dimension, piste ou voie d'analyse de la somatisation présentée par Mademoiselle X. Sinon plutôt de ce que cette somatisation, le vitiligo, se trouve en passe d'actualiser ou plutôt de faire advenir dans la vie psychique et affective de la patiente. J'ai envie de reprendre là l'expression qui me vient associativement en vous parlant ce soir, c'est ce que le vitiligo est en passe de faire advenir dans le moi, euh, au présent du moi du sujet, selon l'expression de René Roussillon. Ça me revient là. L'abandon paternel, ou en tout cas l'abandon originel, traumatique, constitue, enfin semble, pour le moins, source de blanc psychique, voire blanc physique. Je laisse là aussi l'interrogation ouverte. Mais quand même, les taches blanches du vitiligo sur le dos et les bras de Mademoiselle X n'ont-elles pas à voir, ou en tout cas ne soulignent-elles pas ce blanc de pensée, ou plutôt cette impensée chez elle, sur l'abandon à sa naissance, l'abandon de cet homme à sa naissance, pardon. Ou plutôt, les taches ne peuvent-elles être pensées comme des traces somatiques rémanentes du trauma qu'a constitué pour la patiente le départ de cet homme, je n'ose pas dire départ paternel, sinon en tout cas trauma, trace somatique rémanente du trauma
à l'origine de sa naissance, aux prémices de son existence. Bébé-fille abandonnée sans aucun mot de la part de cet homme et pas plus ou si peu de la part de sa mère, qui était alors sans doute elle-même toute à la douleur irreprésentable de son propre abandon conjugal. Ça, c'est une hypothèse supplémentaire. Cet abandon et cette non-reconnaissance de paternité à son endroit, au fond, ne peut être nommé comme tel au début de la thérapie par Mademoiselle X. À la place, subsiste un blanc. Autant elle a pu dire qu'elle n'avait pas euh, de relation avec son père, au tout début, lors du premier entretien, hein, autant sur, concernant les pensées, les représentations, les vécus qui sont les siens autour de cet homme qui est parti du domicile familial peu de temps après sa naissance, il y a Mademoiselle X fait table rase, voilà, il y a sur le plan clinique, ce qu'on peut décrire comme un blanc psychique et un blanc affectif. Autrement dit, le sujet de ses origines, voire du départ de cet homme, possiblement son père, son géniteur pour le moins, constitue une zone aveugle de sa psyché. En tout cas, il y a un blanc sur ce moment crucial de son histoire subjective, c'est ça que je voulais souligner comme ça. Et donc, les conditions de sa naissance, enfin les origines de sa naissance, pardon, et donc ce vécu précoce qui est le sien, qui a été le sien de bébé-fille non reconnu, voilà. C'est peut-être ça qui fait retour ici, alors retour du forclos ou retour du clivé, bien plus que retour du refoulé, à la faveur des taches blanches sur la pommade. En tout cas, ces taches blanches sur la pommade seront propices pour Mademoiselle X, ou plutôt pour nous, dans le travail psychothérapique, pour justement soutenir le travail de représentation sur l'histoire de ses origines. Le père, entre guillemets, ou plutôt cet homme, serait-il pour Mademoiselle X un homme à maudire, entendez mot MAUX bien sûr, à maudire via le vitiligo, avant de pouvoir le maudire verbalement pour Mademoiselle X, c'est-à-dire avant de pouvoir prier ouvertement, verbalement, la profonde ire qui existe en elle à son endroit. Dire sa colère, sa rage même, pour Mademoiselle X, ne sera possible qu'après plusieurs années de thérapie. La rage à l'endroit de cet homme qui est parti, qu'elle ne voit pas, qu'elle ne voit plus, et de violents sanglots aussi surgiront et succéderont plutôt au blanc psychique qui était présent ou prégnant aux prémices de la thérapie. Face à cette absence, face à cette évanescence de cette figure masculine et ou paternelle, face au départ, face à ce détournement, pardon, face à cet abandon, comme nous nommerons ensemble progressivement et successivement sous ces différents termes tout ce que représente et génère chez elle au final cet homme, voire ce père qui lui a très tôt tourné le dos. Donc au départ, blanc de pensée et blanc d'affect, absence même de tout ressenti dominait chez Mademoiselle X dans son fonctionnement, face à ce pan particulier originaire donc de son histoire psychoaffective. Conjointement, sinon contrairement, aux plaintes qui étaient les siennes sur ces traces blanches de vitiligo sur sa peau. Peau qui apparaît comme le lieu hautement symbolique de son histoire, sa naissance, elle qui n'a pas été reconnue donc, car lieu trace ou lieu dépôt engramme tout autant de ses origines, des origines paternelles, que, inversement, du manque d'inscription, du manque d'incarnation de son père auprès d'elle, bébé. A-t-elle jamais été tenue, portée dans les bras de cet homme avant qu'il ne tourne les talons, ou plutôt ne lui tourne le dos, se demandera ensuite dans la thérapie plus d'une fois Mademoiselle X, jusqu'à ce que dans une séance en fin de thérapie, elle prenne conscience que son vitiligo s'étend sur ses bras et sur son dos. Jusqu'alors, elle aussi avait tourné le dos à la douleur de cet abandon précoce et de cette non-reconnaissance, restée lettre morte dans son psychosoma, en elle. Je m'arrêterai ici pour le récit de cet accompagnement clinique, dont l'intérêt réside principalement pour moi dans l'opportunité, avec vous, de montrer au fond toute la diversité des enjeux, des déterminations et ou des significations
qu'une même somatisation, qu'une même expression somatique peut prendre, revêtir, porter, convoyer, condenser, actualiser au même moment ou presque, je mets entre guillemets, chez un même sujet. En tout cas, ici, un même trouble peut, dans la vie du sujet, condenser ou s'associer à des significations aussi bien d'ordre névrotique, et donc relever à ce titre, ou être pensé comme une manifestation de conversion, tout autant qu'il peut traduire, extérioriser des angoisses et des vécus plus irreprésentés, plus indicibles, voire des traumas incorporés. Bon, je soutiendrai peut-être pas trop cette hypothèse-là dans le cas de Mademoiselle X, mais je pense à d'autres patientes. Et donc, à ce titre, le trouble, cette somatisation littérale constituerait donc la rémanence de ces vécus restés, de ces vécus en attente de représentation. La rémanence, c'est-à-dire la persistance de traces sensorielles, hein, euh, à l'origine, voilà, engrammées dans le psychosoma du sujet lors de son expérience. Comme j'espère l'avoir fait suffisamment apparaître, le fonctionnement psychique de Mademoiselle X au début de la rencontre psychothérapique, en tout cas, se présentait sous divers auspices. On pourrait dire il présentait différentes modalités, ou plutôt il existait différents régimes de fonctionnement psychique, voilà, qui coexistaient chez elle. En deçà des manifestations anxio-dépressives, au final plutôt larvées, dans ce que moi j'ai pu observer, et qui était sur le plan manifeste, donc, existait chez la patiente une certaine aisance associative verbale. Des représentations, notamment des représentations désirantes et conflictuelles, et aussi refoulées. Mais il existait également de l'agressivité réprimée, voire irreprésentable, et in fine impensée. Il existait aussi des blancs de pensée, un scotome psychique, si j'ose dire, sous la forme de taches dans son champ de vision psychique. Et ce, conjointement à la présence de cette somatisation du vitiligo qui s'était donc réveillé, ou plutôt qui était réapparu quelques mois plus tôt, c'est-à-dire de manière assez concomitante à la rencontre amoureuse. Alors, il y a aussi la colopathie fonctionnelle dont je n'ai pas parlé, hein, qui faisait partie des troubles pour lesquels aussi le médecin l'avait, entre autres, adressé en psychothérapie. Mais la colopathie, au fond, ne nous a pas retenus dans la thérapie avec la patiente. Voilà. Ce qui ne nous empêche pas peut-être d'avoir des idées ou des hypothèses, mais je n'en parle pas ici parce que ce n'est pas une symptomatologie ou des troubles qui l'ont particulièrement affectée, euh, ou en tout cas qu'elle a mis en travail, en tout cas dans les rangs. Dans la perspective du nouveau champ psychosomatique qui est mienne, le vitiligo de Mademoiselle X apparaît, ou plutôt peut être pensé, tout à la fois comme une somatisation du figuré, c'est-à-dire l'expression de sa problématique libidinale névrotique, et tout à la fois comme une somatisation du littéral qui a touché le corps réel, et cette fois-ci pas ou moins le corps libidinal, et somatisation du littéral associée cette fois à des contenus, à des vécus, ayant échappé à la psychisation, pardon, mais contenu et vécu constituant donc la trace rémanente d'angoisse, de séparation, et plus encore, trace rémanente de vécus douloureux inélaborés concernant la quête de ses origines, des vécus qui demeuraient vifs ou à vif dans sa chair, hein, dans son inconscient, mais aussi dans sa chair, et dès lors qui étaient en attente de représentation et de transformation ou symbolisation, comme cela pourra être fait dans le décours du travail. Toutes ces réalités affectives, des plus au moins psychiques, des plus névrotiques aux plus traumatiques, sont-elles à l'origine, peu ou prou, de l'expression somatique pathologique observée, le vitiligo? Je ne saurais le dire, encore moins le soutenir. En revanche, je dirais que l'expression somatique, ici le vitiligo, a soutenu et même permis le frayage, l'expression de la vie subjective de Mademoiselle X, vie subjective dans toutes ses dimensions, dans tous ses secteurs, les plus refoulés, mais aussi clivés et impensés. En tout cas, c'est donc le constat clinique qui est le mien, et constat qui conduit à la nécessité de ce fait pour le clinicien de s'affranchir, de savoir s'affranchir en tout cas de modèles théoriques, fussent-ils psychanalytiques, qui sont parfois par trop restrictifs ou rigides, et qui risquent d'obturer l'écoute et la pensée du sujet singulier,
comme de ses troubles et de ses souffrances, soit la nécessité de repenser le champ psychosomatique au regard de l'hétérogénéité clinique, c'est-à-dire psychique et somatique, que compte ce nouveau champ, de mon point de vue. Je vous remercie, je m'en retiendrai là.